présenté tout à l'heure à mon tour. Je m'appelle Véronique Moitié, je suis Walter aujourd'hui, je viens aussi de Genève et je suis coordinatrice pédagogique. C'est-à-dire que je n'enseigne pas à l'université, c'est un poste qui est rattaché à la direction générale en soutien aux enseignants dans les établissements. On travaille avec des équipes sur des contenus pédagogiques. Je suis enseignante de formation au cycle moyen, donc école primaire à Genève, 4-12 ans. Et voilà. Donc je m'occupe des formations continues des enseignants et surtout des temps de travail sur des objets pédagogiques. Nous accompagnons également les enseignants en période probatoire lors de leurs 2 premières années d'enseignement, avec un suivi plutôt intensifié dans les classes. On réfléchit aux pratiques et donc je proviens également d'un service formation continue, service de l'évaluation. Mais maintenant, on travaille plutôt sur des aspects transversaux du métier. Nous avons choisi avec Walter de vous faire cette présentation. Donc ce matin, l'atelier se poursuit l'après-midi. Donc par rapport au changement de groupe, ça va. D'accord. On va essayer de faire ça d'une manière un petit peu interactive. C'est censé être un atelier, donc je ne vais pas faire une présentation. Je vais commencer par vous demander de vous présenter peut-être quel est votre statut, dans quel cycle, sinon on appelle ça le cycle, et quel niveau d'enseignement vous êtes, quelle est votre fonction en fait. Voilà, moi j'enseigne en secondaire inférieur, donc c'est un enfant qui a 12 ans en première secondaire. J'enseigne les langues en secondaire inférieur et à l'université. Fabienne Doux, que j'enseigne à des futurs enseignants. En HEP? Oui. Stéphane Colonesi, Université catholique de Louvain et aux futurs enseignants en HEP. L'année de prix, j'enseigne aussi en HEP, en futur institut. Yannick Gauthier, coordinateur des stages en HEP. Moi ici, donc j'enseigne en promotion sociale, donc formation pour adultes, section aide-soignante et je coordonne la section études. J'ai de faire inspectrice maternelle honoraire et doctorante en sciences d'éducation à l'UNES. Poulain-Lévy, j'enseigne en haute école à des futurs institutrices et instituteurs préscolaires. Dunia Cassé, je fais partie de la haute école Condorcet et donc j'enseigne dans la section institutrice et instituteur préscolaire en éducation corporelle et psychomotricité. Donc je suis professeur d'éducation physique à la base. Je suis pédagogue dans la section instituteur primaire et secondaire et j'ai fait institutrice. Marc Aveux, ancienne institutrice École Galilée, formation d'institut primaire et coordination pédagogique. Cédric Klaus, je travaille ici à Condorcet, je suis prof d'histoire et j'enseigne aux instituts. Aux instituts? Oui. Et ça allait, je suis institutrice maternelle et je suis maître assistante en éducation musicale à la haute école Charles. Émilie Carozin, je suis chercheuse à l'Institut d'administration scolaire et je développe des outils d'auto-évaluation pour des élèves de cycle 3 en France, donc fin de cycle primaire, début de cycle secondaire. Des outils d'auto-évaluation dans tous les domaines? Non, là c'est dans un projet scientifique, des projets scientifiques. Alexandra Perroux, j'enseigne ici comme professeur de français pour les futurs instituts primaires. Donc moi je suis éducatrice spécialisée et je suis le master en sciences d'éducation à l'UNES en finalité et orthopédagogie. Marie-Henri, institutrice primaire de formation et j'enseigne ici dans la catégorie pédagogique aux futurs instituteurs primaires. Amélie Auquier, je travaille à l'Université de Liège comme assistante chercheuse et voilà, j'ai un diplôme d'enseignante de formation avec un master en sciences d'éducation. Daniel de Villers, école Condorcet, psychopédagogue et instituteur primaire. Je donne cours dans la section éducateur spécialisé et instituteur primaire. Sabine Vagoslen, je suis institutrice de formation et je donne cours à la haute école Galilée à l'ISPG dans la section préscolaire. Anicette Guémini, éducatrice spécialisée et même chose de cours en préscolaire. Catherine Gambier, institutrice primaire de formation et en dernière année de la prévention de l'éducation à l'UCL. Moi je suis Catherine Boudy, bonjour, et moi je suis institutrice primaire.
D'accord, donc principalement un public qui s'occupe de la formation des enseignants, qui accompagne les étudiants, et quand même une praticienne pure. Mais en plus, et une étudiante aussi. Et institutrice aussi. Voilà. Et donc, alors c'est vrai que les outils, puisqu'on va travailler sur les outils et sur les démarches, vont être plutôt des outils qui sont à proposer dans les classes aux élèves. Alors nous avons choisi les outils que nous connaissons, ceux avec lesquels nous travaillons à Genève, qui sont pour l'école primaire. Des élèves de 8-12 ans, on va dire, mais que vous pouvez évidemment comprendre dans une option beaucoup plus large. Et puis la démarche également, donc ce sont peut-être des démarches et des outils que vous pourriez proposer ou en tout cas réfléchir, mettre en discussion avec vos étudiants ou avec vos élèves, tester aussi. Alors la présentation va démarrer par une démarche autour d'outils qui appliquent l'élève dans son évaluation. En orthographe, Walter a présenté 2-3 dias ce matin sur le guide orthographique, donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça peut se construire dans les classes avec les élèves, mais on le fait d'une manière assez interactive, donc n'hésitez pas à participer également. On va faire ça pendant une demi-heure. Ensuite, on va vous demander de vous mettre au travail autour d'un objectif qui est comment peut-on impliquer les élèves dans leur évaluation en ce qui concerne le comportement, gestion du comportement. Voilà. La discipline, nous on appelle ça les apprentissages dans la vie scolaire. Et puis vous travaillerez par groupe et cet après-midi vous vous présenterez et on mettra en discussion aussi ce que vous avez trouvé, ce sur quoi vous avez réfléchi, et puis à la fin il y aura une présentation très brève. On a peu de temps sur des outils en mathématiques par rapport à la résolution de problèmes. Voilà. Alors tous les outils qu'on va vous présenter aujourd'hui ne sont, comme a dit Walter ce matin, ce ne sont pas des modèles, ce sont des exemples qui sont issus de la pratique, donc des enseignants qui ont essayé, testé des choses. Ce ne sont pas des modèles issus de la recherche. Évidemment que nous les mettons aussi en discussion lorsque nous allons dans les écoles travailler avec les enseignants pour qu'ils puissent eux aussi s'approprier ces outils. On parle beaucoup de l'application de l'élève pour l'appropriation, mais c'est aussi important de pouvoir se réapproprier des outils. Donc je vous donnerai des photocopies de tous les outils qui sont présentés aujourd'hui. Le PowerPoint également, la présentation. Puis je pense qu'il y aura un moyen de faire un envoi ensuite pour avoir ces documents en version Word, pour pouvoir les utiliser. Alors est-ce que ça vous convient? Question rhétorique parce que si ça ne vous convient pas, je vous fais une présentation théorique de tout. C'est la Pardon? C'est une technique d'adhésion. Ouais. Comme ça, à partir de là, si vous répondez oui, vous êtes obligé de vous impliquer. Voilà, alors le travail autour de l'orthographe, c'est évidemment une préoccupation importante chez les enseignants avec leurs élèves, avec des élèves qui ont des compétences fort diverses sur leur orthographe, et puis qu'on leur dit, voilà, t'as écrit un texte, ça va pas, il y a fait des erreurs, corrige-toi, améliore-toi, et souvent les élèves ne savent pas comment faire. On ne sait pas leur donner les moyens pour se réguler. Voilà. C'est une démarche qui existe depuis très longtemps. Je crois que Tommy Fao, ça fait pratiquement une vingtaine d'années qu'il a parlé de Muller. Nous, on a un seul cadre de référence lorsqu'on travaille dans les écoles. Et le cadre de référence théorique sur l'orthographe, on ne va pas rentrer dans le détail de la didactique du français et de l'orthographe. Et je vous le présenterai également de Nina Karpach. Il en manque deux. Il n'en est plus. J'ai donné. Non, je n'en ai plus. C'est le même que ça. Voilà, on résout la moitié du problème. Donnez un. Je n'en ai plus parce que je pense que les changements de groupe. Je crois qu'on prend le même après. Il y a encore pour ça. Prenez un pour deux.
Après, on enverra à Natacha Guroisin qui vous enverra, je pense, les documents pour les ateliers, donc vous aurez tout ça sous la main. Donc il s'agit de construire avec les élèves, dans un premier temps, une grille orthographique pour arriver à un guide orthographique et ce qu'on appelle le profil orthographique. Ce sont ces trois démarches-là qui vont permettre aux élèves de s'approprier les objets sur lesquels ils vont être évalués en orthographe et de pouvoir s'autoréguler. Je vais commencer par vous présenter l'intérêt de travailler sur la grille orthographique. Donc une grille, c'est pour catégoriser, on va dire, le type d'erreur que l'on peut faire en orthographe. Elle est à plusieurs niveaux. D'abord, c'est vrai que pour l'élève, il y a un intérêt par rapport à l'objet de l'apprentissage, puisqu'il va mieux comprendre quels sont les objectifs en lien avec l'orthographe qui vont être évalués. Il va mieux comprendre le fonctionnement de la langue et puis pouvoir institutionnaliser ce savoir. Il va faire ce travail-là aussi dans le but de développer des compétences par rapport aux démarches, les démarches cognitives, dans des situations assez complexes. Et puis, par rapport à la démarche évaluative, il pourra, à partir de cette grille, s'auto-évaluer, on verra comment, et puis évaluer évidemment sa progression et apporter des régulations pour progresser dans ses apprentissages en orthographe. Et puis par rapport à son implication, on parle beaucoup d'implication et moi je le mets aussi en parallèle avec la motivation. Évidemment que ça donne à l'élève une possibilité de se mobiliser, d'avoir un projet personnel différencié et puis de favoriser des routines et surtout de changer son regard. C'est ce qu'on a observé beaucoup dans les classes. Les élèves qui disent « moi je suis nulle en orthographe », mais ça veut dire quoi? Je suis nulle en orthographe. Quels sont exactement les types d'erreurs qu'il fait en orthographe? Donc aussi, l'erreur est plutôt un prétexte à réfléchir à l'objet d'apprentissage. L'erreur n'est pas quelque chose à vouloir anéantir, et puis c'est plutôt le changement de regard par rapport au statut d'erreur. C'est évidemment un changement de regard à apporter auprès des enseignants s'il veut pouvoir le transférer sur ses élèves. Donc plutôt que de souligner les fautes, on parle d'erreur d'ailleurs, on va mettre en avant plutôt ce que l'élève arrive à faire. Et donc l'élève a vraiment un prétexte à réfléchir. Ensuite, il y aura une construction autour du guide orthographique, que je développerai plus tard, mais en tout cas, cet intérêt au niveau de la métacognition, c'est que ce guide va lui permettre d'avoir des connaissances métacognitives par rapport à lui, d'abord, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas encore faire, ce qu'il a de la difficulté à faire, des connaissances au sujet de la tâche, évidemment, l'orthographe, c'est quoi, quels sont les objectifs qui sont en jeu là-dedans, et bien entendu au sujet des stratégies qu'il faut mettre en place pour éviter de faire des erreurs d'orthographe lorsqu'il produit un texte. Et puis, ces trois outils vont permettre de s'autoréguler avant l'activité, très important. Pendant l'activité aussi, c'est un outil de guidage qui permet, en cours d'activité, de s'autoréguler. Et après la tâche, lorsqu'il y aura ce temps d'auto-évaluation et de retour sur le texte. Donc c'est ces trois moments qui vont pouvoir être convoqués à travers ces trois outils. Alors, le cadre théorique que nous avons utilisé, c'est la typologie des erreurs de Nina Katach, que je ne vais pas développer maintenant, mais en tout cas, elle a vraiment catégorisé le type d'erreur à partir du cadre du plurisystème. Voilà, il y a différents types d'erreurs. Elles sont là, vous les avez dans le PowerPoint, vous les comprendrez peut-être un peu mieux quand on parlera du guide, mais en tout cas en formation, moi je prends un temps avec les enseignants pour leur expliquer ces différentes catégories d'erreurs. On fait des exercices, on leur donne des textes et ils doivent essayer de deviner quel type d'erreur c'est, etc. Parce que c'est ce qu'on va faire avec les élèves justement. Donc c'est aussi important que les enseignants s'approprient ce système en orthographe. C'est un système assez simple, finalement. Alors, la démarche pour la construction du guide, de la grille et du guide. On est parti d'un moyen d'enseignement qui s'appelle mon manuel de français, je ne sais pas si vous connaissez, ça ne vous dit rien. Voilà.
Donc la proposition qui est faite aux enseignants, c'est de demander aux élèves d'écrire un texte d'abord. Ensuite, donc c'est une co-construction. Hein. Il va construire avec ses élèves la grille orthographique. Donc chaque élève écrit son texte et ensuite l'enseignant a recopié sur une bande de papier des phrases dans lesquelles il y a certaines erreurs. Alors évidemment, il a en tête la grille de Nina Kertach, donc il va proposer des bandes de Java qui convoquent ces différentes catégories. Et il distribue aux élèves par groupe de 2 pour favoriser les interactions, justement ces bandes en leur demandant de corriger les erreurs d'orthographe. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, il y a une mise en commun et en collectif, explication des corrections qui sont validées. Et l'enseignant demande ensuite aux élèves de catégoriser ces différents types d'erreurs. Je crois qu'il y a une question qui a été posée ce matin. On a en tête quelque chose, la co-construction, comment est-ce qu'on fait si les élèves ne savent pas encore? Donc évidemment que l'enseignant est un peu manipulateur. Il sait lui ce à quoi il veut arriver, mais c'est quand même une co-construction. Alors on n'arrive pas tout de suite à ce résultat-là. Les élèves peuvent dire il y a les erreurs dans le son en, puis après il y a les erreurs dans le son ou un, et puis après. Mais en fait, c'est le même type d'erreur. Donc ils valident quand même, et on va essayer de réussir à les amener à une catégorisation peut-être moins fine, on va dire plus globale. Donc un choix avec les élèves, avec sa classe aussi de ce classement, et puis quels sont les moyens et les outils de correction. Par exemple, si c'est de l'orthographe d'usage, on aura plutôt intérêt à utiliser le dictionnaire. Évidemment, pour l'accord des verbes, le dictionnaire, c'est pas ça qui va nous donner la réponse. On va devoir chercher une autre stratégie pour corriger, ou pour éviter en tout cas de faire ce type d'erreur. Et puis ensuite, l'enseignant redonne les textes aux élèves et les élèves se corrigent. À partir de cette catégorisation, les élèves arrivent à savoir quel type d'erreur ils ont fait dans leur texte et quels sont les moyens de se corriger. Et puis ensuite, nouveaux textes, etc. Donc, la classe se met d'accord sur une grille. Voici un exemple de grille, donc 7 catégories. Ce qui est intéressant si vous travaillez dans un établissement complet, c'est également ce travail fait en collectif, puisque quand les élèves sont plus petits, il y aura peut-être moins de catégories. Et la grille va se compléter au fur et à mesure. Mais ce qui est intéressant dans un établissement, c'est par exemple d'avoir le même code dans toutes les classes. Parce que l'élève sait que s'il a une attention particulière à porter à des erreurs de code 3, c'est la même chose l'année prochaine avec un autre enseignant. Donc aussi pour l'appropriation, ça peut être intéressant à faire dans un collectif. Voilà. Donc là, c'est un exemple qui a été fait. Les enseignants ont choisi de catégoriser de cette manière-là et de donner des codes sous forme de lettres, mais ça peut être tout à fait autre chose. Différenciation, donc si l'enseignant, par exemple, surligne tout ce qui est correct au stabilo et laisse en blanc des erreurs, les élèves peuvent eux-mêmes ensuite mettre le numéro du code au-dessus des mots. Donc il a déjà une réflexion sur le type de difficulté qu'il a. Ou c'est l'enseignant qui met lui-même son code, par exemple. Ensuite, à partir de cette grille, il y aura la construction de ce qu'on appelle le guide. Donc, comme son nom l'indique, qui va guider l'élève dans la construction de son texte. Donc on retrouve ici la typologie et le classement issus de la grille. Et puis ça a été construit avec les élèves. Mes trucs, justement, c'est là où la mise en commun permet d'échanger, et puis que les élèves qui n'ont pas encore des stratégies puissent bénéficier des stratégies apportées par les autres. Et puis, voilà, les élèves ont des stratégies différentes, c'est à eux de trouver quelles sont les stratégies qui leur conviennent le mieux. Également sur les références ou les outils qui peuvent les aider. Donc, quand il écrit un texte, l'élève, il a ce guide. Et il peut aller s'aider, donc évidemment que c'est plus intéressant d'avoir à côté de soi que dans un portfolio classeur au fond de la classe pour aller le chercher. Donc c'est vraiment un outil qui va aider en cours d'activité. Et puis la dernière démarche, le dernier outil,
c'est le profil orthographique. Donc au moment de l'évaluation, d'abord, dans un premier temps, ça peut être l'enseignant qui met une petite croix à côté de chaque type d'erreur, et puis ça peut être l'élève aussi, qui devine, qui essaie de comprendre quel type d'erreur il a faite, et il fait ce qu'on appelle un profil, hein, puisqu'on voit vraiment là une courbe, un profil, un texte qui contient 18 erreurs chez un élève, chez un autre élève 18 erreurs également, mais les deux élèves n'ont pas le même profil. Donc évidemment en termes de régulation, déjà on ne va pas apporter les mêmes choses. Et puis au niveau des métaconnaissances, les élèves, quand ils vont écrire un texte, voilà, un élève qui va chercher, passer beaucoup de temps à chercher plein de mots dans le dictionnaire, alors qu'il n'a pas beaucoup de croix ici, parce qu'il est assez bon dans l'orthographe d'usage, il n'a pas compris, on va dire, sur quoi porter son attention, il va être... alors que s'il connaît son profil, il sait sur quoi il va pouvoir porter son attention, et il va prendre conscience du type d'erreur le plus fréquent qu'il fait. Évidemment, ensuite, ce type d'outil permet aussi d'évaluer une progression, puisqu'on peut avoir sur une feuille, par exemple, plusieurs tableaux de ce genre-là, et on peut voir s'il y a un change, s'il y a une progression. Donc là aussi, intéressant pour l'enseignant et les élèves. Permet aussi d'apporter des régulations différenciées. Bon, alors avec les élèves plus grands, évidemment, c'est pas le nombre de fautes que l'on fait. On peut faire des calculs de pourcentage, hein, sur 18 erreurs sur un texte qui comporte X mots, ça fait tant de pourcents, et puis combien de pourcents de ces erreurs concernent l'orthographe d'usage, combien de pourcents concernent l'orthographe du groupe, l'accord dans le groupe nominal. C'est quelque chose que moi j'ai vu dans une classe avec des élèves plus grands, donc travail de mathématiques aussi intéressant. Et donc les erreurs sont vraiment objets d'apprentissage pour les élèves. Une meilleure connaissance. Donc si on regarde le lien avec la présentation de ce matin, une meilleure connaissance métacognitive, évidemment, de plus en plus de prise en charge et d'implication de l'élève par rapport à l'autonomie. Il a une action possible sur son travail, donc ça a aussi un effet sur la motivation. Donne des stratégies, etc. Donc voilà, la présentation que je voulais interactive n'a pas été faite en cours de route, mais par contre, c'est volontiers pour un échange maintenant. C'est quelque chose que vous voyez, que vous avez déjà trouvé dans les classes, qui a du sens par rapport. On va laisser embarquer dans mon moment. Et avec nos élèves, je leur donner des jokers en fonction de leur niveau, parce que parfois ils détectent qu'il y a une erreur mais ils ne savent pas trop la corriger, et donc ils pouvaient placer un joker sur les mots qu'ils pensaient faux, mais qu'ils ne savaient pas corriger, et à ce moment-là ils ne se trompaient pas. Donc, du coup, le plus fort, il n'avait plus besoin de joker du tout, et certains ils en avaient 3, 4, 5. Comme ça, là, vous voyez qu'ils se rendaient compte qu'il y avait une erreur, mais ils ne savent pas corriger. Avec des élèves de quel âge c'était 12 ans. Et vous avez fait toute la démarche de co-construction? On avait fait la classification des erreurs à partir. Là, ce n'était pas de leur texte à eux, j'avais amené des textes avec des types d'erreurs différents. Et on avait fait la classification comme ça, ils avaient codé. Et finalement, même certains, je le soulignais, je mettais le code en dessous. Pour d'autres, je soulignais les erreurs et je mettais le code devant la ligne. Et le plus fort, il avait, parce que lui, il n'a plus que 5 erreurs, souligné, et puis le type, enfin le nombre d'erreurs de type 3, le nombre d'erreurs de type 2, et il devait se débrouiller. Oui, exactement. Mais c'est vrai qu'on peut très bien partir de textes externes de la classe. J'ai pas mal de choses à dire en tant que prof de français, puisque c'est quelque chose que je pratique avec les étudiants. Et donc je donne cours aussi de maîtrise de la langue en première année chez les futurs instituts primaires. Et donc je leur fais réaliser un portfolio justement en fonction de leurs erreurs. Et je commence toujours par leur dire, mais bon ça c'est peut-être une réflexion plus philosophique, que l'orthographe française elle est excessivement compliquée et qu'il ne faut pas, voilà, qu'on ne parle pas de faute, mais bien d'erreur, et qu'il faudrait déjà amener les enfants à connaître les règles générales avant les règles particulières. Parce que moi j'ai écrit bisous avec X pendant des années, au pluriel, parce qu'on m'a appris les 7
exception avec les plurilangues, enfin bon, ça c'est toute une autre réflexion. Mais bon, à partir du moment où ils réalisent un portfolio, il faut déjà que je leur apprenne justement à classer leurs erreurs parce qu'ils n'y parviennent pas. Ça c'est déjà une première chose, c'est déjà un apprentissage. Et je les évalue sur leur portfolio en fait. Donc c'est-à-dire sur leur manière de classer les erreurs, leur manière d'arriver à s'autocorriger. Mais je trouve que dans une grille d'évaluation classique, les enfants, par exemple, c'est inégal, c'est pas juste parce que certains enfants partent déjà avec 6 sur 10, donc ils ont déjà 60% des critères qu'ils n'ont même plus à regarder parce qu'ils ne connaissent pas ces erreurs. Et donc je trouve qu'à mon sens, il est préférable d'évaluer sur les progrès des enfants par rapport à une grille de départ, parce que si on évalue sur la grille, c'est que c'est complètement inégal. Un enfant qui va faire plein de fautes, il va peut-être s'améliorer énormément, mais il n'arrivera quand même qu'à 5 sur 10, tandis qu'un enfant qui part déjà avec 6 sur 10 et qui fait 7, moi je trouve que ses progrès ne sont pas plus performants. Mais est-ce qu'il y a cette liberté chez vous d'évaluer les élèves sur leur progression? C'est ce que je fais. C'est ce que vous faites? Non, normalement pas du tout, parce que je crois que les objectifs ils sont fixés au départ quand même par la fédération au niveau CEL avec des socles de compétences. Moi je parle pas pour les hautes écoles, hein, je parle pour. Mais moi j'aimerais que ça se passe en primaire. Ah oui. Alors donc, ma question était par rapport au primaire. Je crois qu'il y a des objectifs à atteindre et que ces objectifs, même si je suis d'accord avec vous et qu'on évolue avec les élèves, c'est magnifique, mais à la fin, les certifications elles se font pour tout le monde de la même manière. Donc quelque part on a une obligation, je pense, légale, d'arriver avec tous les élèves au même niveau. Ça, c'est l'obligation de ces mais en cours d'année, il est tout à fait possible. Oui, mais donc ça veut dire que l'évaluation, tant qu'elle est formative et tant qu'elle est formatrice, moi je pense que c'est très intéressant comme vous faites, mais à partir du moment où elle est formative pour passer d'année ou pour passer de cycle, etc., elle doit avoir les mêmes objectifs pour tout le monde. Donc il ne faut pas non plus mentir aux élèves, moi j'ai envie de dire. L'enjeu, il est important, parce que dire c'est bien, tu progresses, regarde ton portfolio, tu as bien évolué, oui, mais au bout du compte, tu devrais quand même arriver à ça. C'est le but. On est d'accord. Donc voilà, non, c'est l'un n'empêche pas l'autre. Oui, sauf si on met les notes d'évaluation, ça dépend. S'il n'y a pas de notes et que c'est juste de l'évaluation formative, bien sûr que ça n'empêche pas l'autre. À partir du moment où, comme vous dites, enfin moi c'est ce que j'ai cru comprendre, on va évaluer au niveau de son progrès. Est-ce que cette évaluation est officielle ou est-ce qu'elle est juste formatrice dans le cadre de votre cours, quoi? Là, dans l'exemple qui a été montré, on oublie l'histoire de formative ou certificative. C'est vrai que est-ce que c'est un outil qui peut être utilisé pour l'évaluation certificative? C'est en tout cas un outil d'évaluation formative. C'est vrai que les politiques décident aussi, chez nous, on a... Les 4 premières années sont évaluées de manière formative et après on évalue de manière certificative par rapport à l'atteinte des objectifs d'apprentissage, ce qui n'empêche pas de faire tout ce travail. Bien sûr. Voilà, l'évaluation fait partie de l'enseignement, donc tout ce travail-là, c'est une activité d'enseignement plus qu'une activité d'évaluation, on va dire. Moi, j'ai une question sur la valeur des critères en fait, parce que bon, je suis pas très forte en français, donc là je sais pas faire la distinction entre les critères, mais est-ce qu'il y a des critères, par exemple, qui, dans une évaluation certificative, sont notés, enfin des erreurs en tout cas, qui sont moins sanctionnées que d'autres, ou est-ce que toutes les erreurs sont sanctionnées de la même façon? Enfin tout ça pour dire, est-ce que, en tout cas on a intérêt à ce que les élèves fassent plus attention à certaines erreurs ou pas? Et du coup, est-ce qu'il faut quand même leur indiquer ça? Voilà, c'est une question un peu générale, pas forcément juste ici, mais dans toutes les matières. La hiérarchie des erreurs ou des critères auxquels ils doivent faire attention, auxquels ils doivent accorder plus de valeur, est-ce que... Je peux vous donner, enfin à Genève en tout cas, dans les épreuves externes et la plupart du temps dans les épreuves internes aussi, dans une production écrite, il y a des points qui sont attribués au fonctionnement de la langue, et donc les élèves ont la grille d'évaluation lorsqu'ils produisent le texte et ils savent exactement les points auxquels ils doivent être attentifs. Ils savent aussi combien de points ça va leur apporter. Donc par exemple l'orthographe d'usage c'est 2 points, les accords dans le verbe c'est 2 points, la ponctuation c'est 1 point.
ce genre de choses. Donc ils sont au courant des critères d'évaluation lorsqu'ils produisent un texte. Oui, j'ai l'impression que les discussions, si on reste surtout sur la dimension certificative, on risque d'entraîner un effet de bachotage, où l'enfant va se centrer surtout sur ce qu'il perçoit qui compte pour beaucoup de points aux yeux de l'enseignant, alors que moi j'ai entendu qu'on était avant tout dans un outil à visée formative. Oui. Et si on est, je termine d'abord, hein, oui. Si on est dans un outil à visée formative, alors il me semble qu'il y a une réflexion dans ce que j'ai entendu que tu proposais, qui peut être intéressante à un niveau collégial, entre collègues, de se construire un outil qui va être le même outil stable et évolutif pour l'enfant du début à la fin de sa scolarité dans le fondamental primaire en particulier. Le deuxième élément, c'est au niveau de l'enseignant par rapport à ses élèves, eh ben, forcément il y aurait une priorisation. Et de se dire, mais qu'est-ce qui a l'air d'être... Alors on peut partir des banliettes pour s'approprier les catégories. Maintenant, sans faire de statistiques poussées jusqu'au bout, il y a quand même des catégories qui reviennent un peu plus souvent que d'autres. Et le rôle du professionnel enseignant, c'est de se dire, mais est-ce que cette catégorie-là, elle est dans la zone proximale de développement de mes élèves étant donné l'âge qu'ils ont, peut-être de côté le participe passé employé avec avoir parce qu'ils ont 5 ans, ou je priorise la question des majuscules et de la ponctuation et des points là, au bout de la phrase. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a une marge de manœuvre avec une espèce de but à atteindre pour tous, mais ça ouvre de manière très intéressante la porte à la différenciation. Voilà, mais au-delà d'une grille pour tous, ça devient ma grille à moi en tant qu'élève. Qu'est-ce qui me pose problème pour arriver à écrire sans faute? Et le problème de la faute d'orthographe, et volontairement je garde le mot faute, c'est comment est-ce qu'elle est reçue par le lecteur? Et donc qu'est-ce que ça donne comme image de moi quand je donne ça à lire à quelqu'un d'autre? Et donc j'ai envie de travailler à donner une image de moi positive vis-à-vis de mon lecteur. Qu'est-ce que j'ai envie de travailler en priorité? Et là, des ateliers différenciés. Il y a de la différenciation. Ça, c'est clair que c'est une grille qui est l'aboutissement, 12 ans, d'une construction avec les élèves dans une école. La grille, elle n'avait qu'un point, ou 2 points, on va dire. C'était les points les plus importants à ce moment-là du cursus de l'élève. Oui. En fait, juste pour... oui, moi, ce qui me... enfin, voilà, ce que je me demandais et qui me semblait important, c'était que oui, il n'y a pas que les critères à expliciter, finalement, il y a aussi la valeur, et du coup, il y a la valeur pour l'élève à expliciter, et il y a la valeur pour l'enseignant, enfin, quelles sont mes attentes par rapport à tous ces critères-là, lesquels je dois respecter, je trouve plus importants, et éventuellement pour le parcours scolaire. Ce sont des choses différentes, mais qui ne sont pas forcément claires pour l'élève aussi au moment où on parle de critères. Justement, sur ce point-là, tu peux venir juste après. C'est d'après. Voilà. Évidemment que la valeur, elle est donnée par la tâche aux élèves. Si je prends l'exemple de la production écrite, j'ai pris quelques exemples tout à l'heure, de la production écrite, évidemment que le poids de la structuration de ces outils va être sans doute moindre que si on travaille spécifiquement, sur un type d'erreur du guide. Donc évidemment, quand on a d'enseignement sur le cours formatif, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on travaille la structuration? On va choisir 1, 2, 3 objectifs spécifiquement qu'on va travailler. Donc là, on a déjà une cohérence qui est une cohérence générale sur les attentes découpées en 7 parties. C'est sacrément exigeant, mais en termes d'enseignement-apprentissage, ça signifie qu'on a travaillé quand même spécifiquement les homophones, et encore certains types d'homophones. Et donc, voilà, pendant ces 2 prochaines semaines, en orthographe, on va travailler là-dessus spécifiquement. Et donc, c'est là-dessus sur lequel on va porter l'attention. Donc, on peut imaginer que ce genre de guide, il peut être aussi décomposé en fonction de ce sur quoi on est en train de travailler. Et donc, le dilemme, chez nous, à l'école primaire, on a 2 notes de français. Il y a la note communication et la note structuration de ce type. Donc, c'est tout le dilemme, en effet, mais c'est pour montrer aussi c'est 2 façons d'appréhender ces outils différentes. Dans un texte qui emporte, si tu as fait quelques erreurs sur l'orthographe, c'est pas dramatique, tu as perdu 2 points sur 25. L'important, c'est le contenu. D'accord? Alors que citation de contrôle d'orthographe, évidemment, le poids va être à 100%. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas forcément évident. Oui, c'est ça. Mais... Ouais, ça dépend. Mais il faut que ça soit clair auprès des élèves. Le risque, évidemment, vous savez, les enseignants français, qu'on a parfois des collègues qui demandent de produire un texte
et qui mettent la moitié des points sur la forme, sur la syntaxe. Voilà. Et donc ça c'est... Il y a comment dire, une ambiguïté entre ce qu'on attend nous de l'élève et ce qu'on attend réellement. Oui, parce que cette grille-là, elle est valable pour n'importe quel type de texte, je dirais, mais voilà. Il y a des grilles qui doivent être construites en fonction de ce qui est demandé. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs réécritures de la part des élèves qui doivent être autorisées, c'est-à-dire une première qui va peut-être concerner le fond. Est-ce que j'ai bien respecté le contexte? Est-ce que j'ai bien respecté le destinataire, etc., etc. Et puis, évidemment, toujours en faisant attention à l'orthographe, mais je pense que s'il se focalise sur une grille trop complète et complexe dans une première écriture, ils vont se planter. Tout à fait, bien sûr. C'est le fait que les enfants n'arrivent pas toujours à adapter, c'est-à-dire à retrouver les critères dans leur propre texte. Ouais. Et même avec une grille, on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à transférer. Et que... ce serait trop bien. Oui, ce serait génial. Je pense que c'est parce que ici on part de l'idée qu'on produit un texte, et c'est très bien de partir de la production de texte, mais ça veut dire aussi que pour l'enseignant, s'il constate que dans la majorité des élèves, le gros problème il se situe dans les homophones, je suppose que dans les modules de structuration, il va avoir un temps d'apprentissage, et c'est le rôle de l'enseignant. Je veux dire, on ne part pas d'une production d'écrit, corrige-toi, reproduction d'écrit. Il y a production d'écrit, il y a apprentissage enseignement, et puis reproduction d'écrit. Et c'est peut-être là qu'on a... passer une étape, quoi. Parce que j'ai bien vu que vous avez module 1, module 2, module 3. Ouais. Je suppose qu'entre la production d'écrit et les apprentissages enseignement et reproduction d'écrit, ben, il doit y avoir quand même un moment où on apprend. Bon, c'est ce qu'on appelle le curriculum, c'est comment organiser les types de tâches entre eux dans une séquence. Alors on pourrait faire une journée là-dessus. Non, la journée, là on est parti du point A au point... oui, mais là on est dans quelque chose de plus spécifique, on va dire, des tâches plus spécifiques liées, en effet, on porte une attention particulière à quoi? À l'orthographe. Et encore, pas forcément sur les 7 en même temps. Alors que dans un texte, en effet, dans une citation, la tâche est complexe. La tâche est plus complexe. En français, c'est écrire, produire et comprendre un texte avec les langues. Là, c'était vraiment ciblé. Là, ça peut être même une dictée que l'enseignant choisit, ou dans la dictée, il sait qu'il y aura... Il peut, c'est vrai, il peut aussi, pour éviter surcharge de narrative, dire aux élèves, oui, j'évalue votre texte par rapport au point 2 et au point 4. Ce qui est intéressant, c'est de voir les stratégies qu'on a découvertes et qu'on peut mettre en œuvre pour... Alors justement, on va partir maintenant peut-être sur une autre présentation au niveau des stratégies. Hein. Donc là, pardon, vous vouliez l'interaction? Oui, bah alors maintenant c'est vous qui allez interagir. C'est vous qui allez interagir. Pareil, je pense qu'il n'y a pas eu assez de documents sur les outils que je vous ai présentés là tout à l'heure. On commence ici. Alors, c'est un autre dispositif que je vais vous présenter qui a été mené en fait, moi je l'ai mené en formation d'enseignants pour les enseignants. Parce qu'ils me disaient, mais on ne sait pas comment évaluer nos élèves par rapport au comportement. Dans le bulletin scolaire, ils doivent évaluer leurs élèves par rapport au comportement et on ne sait pas comment faire. Donc je suis partie d'un dispositif que j'ai proposé aux enseignants, puis dans le fond, je me suis dit, mais c'est quelque chose que les enseignants pourraient aussi faire avec leurs élèves. Puisqu'ils évaluent leurs élèves, est-ce que leurs élèves savent sur quoi ils vont être évalués en comportement? Alors nous appelons ça à Genève apprentissage dans la vie scolaire. Je vous présenterai le dispositif après, parce qu'on va vous demander de travailler, de réfléchir, vous, à quel type de dispositif et quel type d'outils on pourrait utiliser avec les élèves sur le comportement. Alors, ne regardez pas trop le PowerPoint, parce que sinon vous allez trouver des idées. Alors, à Genève, les enseignants évaluent à l'aide d'une croix, ils ont 3 possibilités. La progression, ils évaluent la progression de l'élève dans le comportement. Soit la progression est très satisfaisante, soit elle est satisfaisante, soit elle est peu satisfaisante. Et dans les directives que les enseignants reçoivent, c'est marqué que ces domaines qui caractérisent les apprentissages dans la vie scolaire nécessitent d'être précisés et construits avec les élèves afin qu'ils soient conscients des comportements attendus et de la manière d'évaluer les objectifs. C'est rarement le cas.
Les enseignants parlent des règles de classe au début d'année. Ils posent des questions aux élèves pour savoir s'ils ont bien compris ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire dans la classe. Au meilleur des cas, ils affichent les règles de classe et c'est bon. On part du principe que les élèves ont intégré les règles de classe et qu'ils savent se comporter. Bah oui, c'est son fichier. Ah oui. Approprié par les élèves. Alors bon, de temps en temps, il y a des rappels à l'ordre, des punitions, enfin voilà, puis c'est comme ça peu à peu que les élèves intègrent les règles de classe. Mais disons qu'il y a peu de temps pris pour construire avec les élèves le référentiel d'évaluation, les critères, les attentes, les comportements attendus, les stratégies, etc. Même si dans les plus petits degrés à l'école élémentaire, hein, c'est ce qu'on appelle le métier d'élève, on prend beaucoup de temps, on explique, mais tu vois là, si tu dois travailler en groupe, voilà comment ça se passe, tu peux pas faire comme ça, il faut faire comme ça, donc il y a peut-être plus d'explicitation, puis après on pense que les élèves ont compris. Alors, les 4 entrées qui sont évaluées à Genève sont celles-ci. Prise en charge du travail personnel, relation avec les autres élèves et les adultes, collaboration avec les camarades et respect des règles de vie commune. Alors, les élèves, ils savent qu'ils doivent avoir un bon comportement dans ces 4 domaines, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on attend d'eux en fait? Alors moi, avec Walter, on va vous demander de faire 3 groupes. On ne savait pas comment serait la salle, je ne sais pas, il va falloir tourner, parce que c'est juste 3 groupes. Et on vous donnera un Java. Alors, c'est une question de temps par rapport à la mise en commun. Ouais, on prendra 4 alors. 4 groupes. Voilà. Et puis trouver quelle démarche on pourrait mettre en place avec ces élèves dans la classe pour qu'ils s'approprient ces comportements attendus. Et quels sont les outils qui pourraient être proposés? On en a vu quelques-uns ce matin, hein, auto-évaluation, mutuelle, auto-évaluation, guide, toutes ces choses-là. Donc au niveau de trouver une idée au niveau de la démarche et des outils qu'on pourrait employer, et aussi bien la démarche que les outils qui permettent aux élèves d'avoir déjà une meilleure connaissance de qui on est et comment on se comporte, les caractéristiques du type de tâche, c'est-à-dire ces 4 entrées, hein, quelles sont les caractéristiques, et aussi quelles sont les stratégies que l'on peut avoir pour obtenir une progression très satisfaisante dans le bulletin scolaire. Les outils ou la démarche, comment est-ce qu'on peut anticiper avant, pendant et ajustement et après. Voilà. Voilà, on propose peut-être que chaque groupe commente quand même son poster, hein, puis qu'on essaie d'identifier les récurrences, les convergences, et les différences évidemment pour savoir si elles sont liées au contexte, à l'emploi, à catégorie d'élèves peut-être, à l'âge des élèves. Alors le premier groupe, je crois que c'est le groupe qui était là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre dispositif? Nous, on a essayé de faire un dispositif quand on a plus centré la démarche dans la démarche en premier. Donc notre première étape, c'était de partir de situations vécues de classe pour avec des élèves plutôt du primaire, prendre du recul par rapport aux situations, par exemple un travail de groupe, un travail individuel, un conflit dans la cour ou des choses comme ça, pour pouvoir identifier ce qui a satisfait les élèves, ce qui ne les a pas satisfaits, donc faire le point sur les besoins, les attentes de chacun en matière de comportement et d'essayer de les classer avec les élèves. Donc d'abord de faire toute une liste et puis de classer ce qui relèverait peut-être plus du travail de groupe, de la récréation, etc. Et on s'était dit que ce serait plutôt bien de lister ce que l'enfant doit faire en positif plutôt que de lister tout ce qu'il ne doit pas faire, parce que là du coup ça ne l'aide pas à savoir ce que finalement il doit faire. Et à partir de ça, de créer un peu une grille, un guide un peu comme ce qu'on a vu en orthographe ce matin, pour lister les comportements qu'on aimerait voir apparaître et les trucs et astuces, comment on fait par exemple pour rester calme quand on a envie de bouger sur sa chaise et que le moment ne s'y prête pas. Et ces trucs et astuces-là pourraient être partagés entre pairs, par exemple lors de conseils de coopération ou en situation de classe, enfin plein de situations qui permettraient de compléter le guide, l'outil. Et à partir de là, d'essayer aussi, encore par rapport à ce qu'on a vu ce matin, de faire un peu un profil de l'élève pour voir s'il y a des domaines où il est un peu plus en difficulté, est-ce qu'il a plus de mal plutôt à travailler en groupe
plutôt à être calme, plutôt à s'investir dans le travail de groupe parce qu'il n'y a pas que la discipline pour nous. Et donc on confronterait ce fameux profil avec les impressions de l'élève et de l'enseignant pour pouvoir discuter du ressenti s'il est le même ou pas. Et une de nos collègues dans le groupe a parlé aussi dans son école du fait de définir des forces et des défis pour les élèves, donc de dire dans quel domaine il est fort et de s'attribuer un défi, donc dire pour toi son défi ce sera d'améliorer ceci ou ça. Et on s'était dit qu'on pouvait faire les défis en individuel, qu'on pourrait du coup différencier, mais qu'on pourrait faire des défis de classe. Si la classe, le principal défi, ça serait de mieux travailler en groupe, on pourrait faire plutôt ça. Et on avait même imaginé d'étendre ça à la classe qui donne un défi à l'enseignant aussi, dans cette même optique, et de faire un suivi de ces fameuses forces et défis. Est-ce que le défi finalement a été rempli ou pas? Est-ce qu'on le poursuit? Est-ce qu'on s'en fixe un autre à l'échelle individuelle ou collective? Merci. J'essaye de noter les mots-clés comme ça. Je vais écrire ce pendant le PowerPoint, mais je fais aussi des photos. Merci beaucoup. Peut-être des réactions, alors les autres personnes, questions, précisions. J'avais une question sur dans ce processus, le fait très intéressant. Que peut dire l'élève, voire l'enseignant, de la progression de l'élève? Donc on va bien les démarches que vous mettez en place avec des outils, avec en effet des idées intéressantes d'associer à la fois le collectif de la classe et la diversité de chacun des élèves, avec des besoins différents, etc. Comment on voit le progrès de l'élève par rapport aux objectifs en jeu dans tout ça? Nous, le progrès pourrait se retrouver dans le profil de l'élève qui peut varier en fonction de l'évolution de son comportement, dans le suivi des défis, du coup s'ils ont été remplis ou pas, et dans les forces, est-ce qu'il a de plus en plus de points, on va dire, forts au niveau comportement. Donc c'était plus ça, faire un espèce de dossier aussi de l'élève. Oui, c'était ça, c'était partir d'une grille que l'enseignant et l'élève remplissent, et puis de faire ça ponctuellement pour pouvoir un petit peu voir un moment si voilà, de faire un bilan en discussion avec l'élève, soit enseignant-élève, soit on avait pensé même entre pairs, si ça s'y prêtait évidemment à un moment, mais de pouvoir discuter, de ne pas s'arrêter en tout cas à cette grille de constatation de ce qui a été mis en place, mais justement de chercher le pourquoi du comment, et d'où l'idée des trucs et astuces qui pouvaient être soit individualisés, soit être collectifs. Et évoluer, en ajouter d'autres, ajouter des situations aussi, parce qu'il y a peut-être une situation qu'on n'a pas rencontrée. Et cela dit, il me semble qu'on avait insisté aussi sur le fait que quand l'enfant a son profil et qu'il relève, que l'enseignant l'aide à relever, à identifier un défi, ou que par la suite lui-même, tout seul, arrive à identifier un défi qu'il pourrait réaliser, c'est que nous, en tant qu'enseignants dans la classe, on doit proposer des activités par la suite où l'enfant est capable de démontrer ou d'essayer de réaliser ce défi. Parce que si après on ne propose pas d'activité où il peut travailler cet élément-là, on risque de refaire un bilan un mois après et finalement il n'y aura rien qui a changé. Donc là, finalement, c'est à l'enseignant de jouer son rôle d'enseignant aussi et de proposer des moments en classe où c'est ça qui est travaillé spécifiquement. D'accord. Merci. Donc on voit bien que les outils, c'est un peu le défaut ou les biais possibles lorsqu'on présente des outils. Ce qui est important, c'est l'usage. Et donc tout ce que vous dites là, à la lumière de ces outils, on voit qu'on peut les utiliser de façon différente. La notion de défi, par exemple, est-ce que c'est dans une culture qu'on trouve cette logique-là de défi, collectif ou individuel? Ça peut ne pas du tout parler à vos enseignants. Donc on voit bien que les outils qui sont mis en place, et c'est lorsqu'on parle d'évaluation de façon générale, c'est le risque de passer ou d'utiliser des outils qu'on récupère des collègues, etc., sur pour l'évaluation formative et certificative, c'est qu'il manque l'important, c'est-à-dire l'usage. Comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on en fait, dans quelle situation. Donc il faut toujours faire attention, c'est pour ça qu'on dit toujours, c'est des exemples, ce ne sont pas des modèles, voilà, dans telle pratique. Il faudrait aller plus loin, peut-être en montrer moins, et aller jusqu'à ce que vous faites vous, c'est-à-dire expliquer dans quelle situation on les utilise. Et c'est ça sans doute le plus important. Puis c'est vrai que notamment par rapport aux apprentissages dans la vie scolaire, le comportement, c'est encore plus flagrant, c'est pour ça qu'on a pris cet exemple.
il y a les apprentissages d'une part, mais aussi l'enseignement. Vous l'avez dit, l'enseignant joue son rôle d'enseignant. Et on attend des élèves, surtout en préscolaire, j'ai discuté avec les personnes qui en parlaient beaucoup de ces apprentissages-là en préscolaire. On attend des élèves qui intègrent des attentes, en fait, ou des règles de comportement. Et peut-être qu'on travaille un petit peu avec eux, on a toutes les règles dans la classe, et puis on attend que les élèves se conforment à ça. Mais à quel moment on enseigne? Parce que si c'est un apprentissage, il faut bien qu'il y ait un enseignement quand même. Vous voyez aussi bien les différences entre les élèves qui sont peut-être assez proches des règles de la vie scolaire dans leur famille, mais bon, on n'apprend pas à la maison à marcher calmement dans un couloir et à respecter le travail des autres. On n'apprend pas non plus à ranger ses affaires à la maison comme à l'école. Et donc certains enfants arrivent assez facilement à intégrer ces règles et d'autres ont besoin d'activités, de temps d'enseignement. Et on pensait aussi, quand on avait fait ça, notamment dans les défis, c'est pour certains élèves pour qui le comportement, on va dire d'un point de vue disciplinaire, qui ne pose aucun problème, qui sont très sages, etc., que eux, leur défi, ça pourrait être de s'affirmer un peu plus dans un groupe ou d'être plus autonome, c'est pas forcément que le disciplinaire, donc que les défis pouvaient aussi, et le profil, servir à ces élèves qui n'ont qu'un problème disciplinaire, mais qui pourraient s'affirmer un peu plus, parler avec plus d'aisance ou oser donner leur avis, des choses comme ça, parce que certains élèves très sages sont aussi très dépassés et ne prennent pas trop d'initiative dans un groupe ou n'acceptent pas l'avis des autres et restent comme ça. Voilà, moi je vous rappelle, donc nous on a ces 4 entrées, puis c'est vrai que cette entrée-là, il n'y a pas que celle-ci, quoi. Il n'y a pas que la dernière. Est-ce que le comportement est noté? Est-ce que vous devez, l'école obligatoire, est-ce qu'il y a des notes, des appréciations certifiantes ou certifiées? Non. Non, parce qu'il y a des systèmes où on met des notes comme pour les disciplines. En fait, souvent, c'est des comportements qui sont mis de façon très subjective par l'enseignant. En fait, il n'y a pas de, comme il y a par exemple pour le CEP, enfin les examens de fin de primaire, il n'y a pas de grille à remplir pour le comportement. C'est vraiment laissé à l'appréciation de l'enseignant qui va souvent le faire passer sous forme de commentaire. C'est un commentaire. Voilà. Donc il n'y a pas d'objectif. Mais ça dépend des écoles, ça. Oui, ça dépend des écoles. Il y a des écoles où il y a des objectifs et c'est très, avec des indicateurs très précis, de collaboration. Ça dépend des écoles et c'est même noté dans les bulletins. Maintenant, ce n'est pas certificatif, donc c'est juste à titre informatif pour les parents. Il y a rien d'obligatoire. Et voire même l'enfant complète lui-même. Et en parallèle, l'institutrice. L'enseignant qui d'accord. Ok. Et à ce sujet, justement, on en a discuté de l'enfant qui se note lui-même et l'enseignant qui note l'enfant. Oui. Et on trouvait justement, bon ça peut se retrouver peut-être assez souvent, et qu'en fait, souvent, on s'arrête là. Et en fait, tout ce que vous avez expliqué ce matin, on ne le fait pas. Et donc en fait, on rate l'apprentissage. Dans le sens où il n'y a pas de discussion avec l'enfant, c'est rare, sur les désaccords, en fait, qui sont peut-être le plus intéressant. Et ça, moi, je n'ai pas vraiment entendu que ça se faisait, ou peut-être que ça se fait, mais alors c'est rare. Souvent, ça s'arrête à on note chacun, et puis voilà. Et puis ou alors c'est le tu comprends que, mais il n'y a pas d'outils qui sont proposés à l'enfant pour, on parlait des trucs et astuces. Il n'y a pas d'outils proposés à l'enfant pour pouvoir, entre guillemets, remédier à sa difficulté. S'auto-réguler. Voilà, s'auto-réguler. Bah oui, l'outil c'est, il n'a pas le même avis que moi, mais pourquoi il n'a pas le même avis? Alors, soit il a triché parce qu'il était conscient du fait qu'il a modifié son auto-évaluation, soit en effet il manque l'essentiel. Alors, en tant qu'enseignant, la difficulté c'est qu'il faut prendre du temps. C'est-à-dire que les 3-4 élèves pour lesquels on se rend compte qu'il y a un décalage entre leur auto-évaluation et notre propre hétéro-évaluation, c'est de comprendre pourquoi il y a cette différence, autant de leur côté que de l'autre côté. Et donc ça signifie qu'il faut passer un moment dans un entretien avec eux. Alors vous n'allez pas faire ça pour 20 élèves, mais si vous arrivez à faire ça pour 3-4 élèves dans une situation de fin de période, c'est déjà ça de gagner, c'est clair. Et ça c'est contribuer alors à l'autorégulation. La prise de conscience, parce que sinon les élèves se disent, bon, la fois d'après on repart à zéro et on recommence. Non, on tire profit de ce qui s'est passé avant. Ok, merci. Je propose de passer au deuxième, au tableau. Oui, je vais prendre la parole. Donc voilà, nous on était partis exactement aussi de la démarche qu'on allait mettre en place et puis on a terminé avec le tableau.
enfin un tableau, un style de tableau. Autrement dit, la démarche au départ, c'était de partir du vécu des enfants dans les différents espaces de vie de l'école. Et donc on faisait un genre de conseil de classe où les enfants, après un certain temps de vie commune, mettaient en évidence des problématiques qu'ils avaient rencontrées dans les différents espaces, et on a essayé de les catégoriser avec les élèves. On a bien mis avec les élèves, enfin c'est nous qui l'avons fait, mais on imagine qu'on pourrait faire ce genre de classement. Voilà, donc quelles règles de vie on pourrait avoir dans les différents lieux, le matériel, donc éviter de détruire le matériel par rapport à la problématique de la pollution, donc salir, dégrader, la violence physique, la violence verbale et la coopération entre les élèves. Donc ça c'est une des catégories que nous avons proposées. Et puis par rapport à ça, on voulait mettre dans chaque case des indicateurs, donc quels indicateurs pourraient permettre aux élèves, toujours construits avec les enfants, c'est mis en bleu en dessous, quels indicateurs pourraient permettre justement de respecter les règles de vie ou tout ce qu'on a mis en évidence dans ces différentes classes. Alors également, quelle stratégie on pourrait mettre en place, mais quel type de réparation, si ça s'est passé, on pourrait mettre en place, et quel type de stratégie proactive, donc avant, on pourrait aussi imaginer avec les enfants. Donc toutes ces cases devaient se remplir avec les enfants au fil du temps, parce qu'évidemment je pense que ce n'est pas la première semaine que toutes ces cases vont se remplir et que toutes les stratégies vont être... Et on demandait aussi aux enfants, par rapport aux différentes stratégies proactives, de voir un peu les stratégies qui étaient efficaces et celles qui ne l'étaient pas. Et tout ça se construisait avec les enfants dans le cadre de consultations citoyennes, conseils de classe, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, voilà. Est-ce que j'oublie des choses? Et puis on proposait aux enfants, les enfants qui avaient des problématiques, de remplir des petits défis par rapport à leurs problèmes, quoi, dans l'un ou dans l'autre. Remplir un défi, vous pouvez préciser, c'est un enfant qui va systématiquement jeter son chewing-gum par terre dans la cour de récréation, en ton exemple, voilà, ce petit défi, c'est de dire, écoute, toi, la prochaine fois que tu veilles, tu as un chewing-gum dans la bouche, tu veilles à... C'est à l'oral, c'est un défi. Ça serait une discussion, oui, enfin... Jusque-là, c'était un défi. C'était ça qui se passait dans l'école de tes enfants. C'est le même genre de défi ici, parce que certains vous l'utilisez chez vous. Oui, non, c'est avec mes étudiants. C'est avec mes étudiants, mais adultes. Ouais. On a des défis, enfin régulièrement, je leur fixe un défi. Ce sont des élèves quand même assez dissipés dans l'ensemble. Donc pour essayer de rendre une atmosphère plus agréable, plus propice aux apprentissages, on essaye de faire des défis différents à chaque fois, enfin en tout cas je les présente différemment. Le but c'est que tout le monde apprenne dans de bonnes conditions, mais voilà, aujourd'hui... La question, est-ce que vous avez un outil pour ce défi ou est-ce que c'est une négociation comme ça qui se fait à Moi je leur propose, au début je propose des choses et puis au fur et à mesure ils viennent avec d'autres choses. Avant-hier, une étudiante a proposé pour prendre la parole qu'on se passe un petit bâton de bois. Ce sont des adultes pourtant, mais c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Donc le bâton, elle m'avait demandé de le distribuer et on a respecté ça et ça a fonctionné pendant 4 périodes de cours. Moi j'ai vu aussi des défis justement dans les classes, on peut appeler ça le cahier du comportement ou la carte comportement où l'enfant visibilisé, on parle beaucoup d'explicitation, mais de visibiliser également pour les élèves plus petits par des logos ou des cartes. Voilà, j'ai un défi pour cette semaine, c'est lever la main pour prendre la parole par exemple. Et donc l'enfant avait sur son bureau une carte avec le logo ou le dessin, ou un cahier avec son défi qui était écrit et à la fin de la journée il s'auto-évaluait par rapport, ou à la fin de la semaine il s'auto-évaluait par rapport au défi. Donc aussi de pouvoir expliciter et visibiliser. Vous avez parlé aussi des indicateurs, des comportements attendus. C'est aussi tout un travail qui peut se faire avec des outils en fait. Moi, il y a quelque chose qui me gêne, je peux dire. Le profil de l'élève, ça me pose problème. Ça m'inquiète, moi. Oui, ça m'inquiète. Autrement dit, je trouve génial de s'auto-évaluer, de se discuter, d'avoir un conseil de classe dans la classe. Mais le profil de l'élève, ça me fait toujours un peu peur. Parce que si je rentre dans mon profil, est-ce que j'en sors ? Bon, le but c'est d'en sortir évidemment, mais c'est des enfants, si on s'adresse à des enfants de l'école primaire, c'est pas évident. Donc moi je me demandais si le profil de l'enfant
ne risquait pas d'être plus négatif que positif. Il faut s'entendre sur la notion de profil. Enfin, je pense que vous entendez par profil. Moi, je le voyais pas comme ça. Et moi, je vois comme celui qu'on a vu en orthographe. Avec j'ai mes difficultés là, donc voilà. Donc mon profil en termes de comportement, c'est moi je suis violent dans la cour de récréation. Je vais prendre le pire, d'accord? Parce que là, vous prenez l'aspect négatif. Nous, on avait imaginé, c'est toi qu'elle dit, plutôt un profil aussi dans les forces. Donc, cocher là où on est. Oui, c'est la remarque que je voulais faire, c'est à propos de ça. Justement. Donc c'était ça. C'était vraiment une partie négative. Oui, vous partez des constats négatifs. Qu'est-ce qui fonctionne pas bien? Qu'est-ce qui pose problème? Voilà. Tout à fait. Mais on a fait aussi, on a dit qu'on allait retransformer avec eux en positif. D'accord. Mais voilà. Oui, oui. Parce qu'on a des attentes, on part du. Quelles attentes ne sont pas respectées? Les enfants spontanément ont beaucoup plus facile d'identifier ce qui ne va pas que ce qui va. Et donc, quand on demande aux enfants, alors voilà, que se passe-t-il, ils vont d'office partir de ce qui ne va pas. Et donc, on se disait, ben voilà, on va identifier ce qui ne va pas pour ensuite traduire ça en termes, ben voilà, que faire pour que ça aille. Ouais, ok, d'accord. Donc, la notion de défi, tel que je l'entends, répond à une question que vous m'avez posée sur les aspects motivationnels, voire socio-affectifs. C'est comment engager l'élève ou les élèves dans une procédure exigeante quand même, temps d'implication. Évidemment, on n'a pas le temps d'en parler, c'est un souci. Pour certains élèves, c'est évident. Bon, ça fait partie aussi des biais. J'aime bien la maîtresse, donc je vais le faire parce qu'elle me demande de le faire. Finalement. Puis d'autres, c'est en réaction en disant, puisqu'elle nous demande, justement, je vais faire en sorte de ne pas le faire. Donc le défi, c'est peut-être un moyen, en effet, d'essayer d'engager, on va dire, les élèves, en tout cas une bonne partie des élèves dans cette logique-là. Donc j'avais la question sur la catégorisation, situation vécue. Oui, j'avais encore une remarque sur les lieux. En début de présentation ce matin, j'avais insisté sur le fait que justement les élèves dans les lieux différents avec des personnes différentes vont développer des stratégies différentes. Et la survie, comme disent certains, elle dépend de ça. C'est-à-dire que, en effet, je me rends compte qu'à tel endroit, j'ai intérêt à, au hasard, la salle d'éducation physique, chez nous, certains, c'est à un moment donné, moi quand j'ai été formé, c'est il n'y a pas un bruit dans la salle d'éducation physique. On écoute les consignes, après on fait l'exercice. Alors qu'en classe, ça se gère plus facilement, etc. Donc, les élèves, ils comprennent très vite que selon les lieux, c'est pas la même chose, et on se comporte pas la même chose. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Parce que c'est peut-être justement attendu le fait qu'il y a des lieux en classe, il y a des choses que je ne peux pas faire et je peux faire, et vice-versa. Il y a un tableau à double entrée, donc il fallait mettre les différents indicateurs en fonction des lieux. Voilà. On allait trouver des choses différentes en fonction des lieux. Ça, on est bien d'accord. Ouais. Alors que les objectifs, et ça c'est peut-être un dilemme, ça peut être un dilemme, les objectifs attendus, ils sont les mêmes dans l'institution scolaire. Alors que dans la cour et dans la classe, j'ai pas le même comportement. C'est normal. D'accord? Et donc il faut faire attention aussi à ça. Il y a des choses qu'on peut permettre à certains endroits, donc faire prendre conscience aux élèves de ça c'est déjà pas mal. Oui, ok, tu peux t'amuser, etc. à la cour, mais en classe, c'est tu rentres dans les couloirs, on sait bien le problème des couloirs, entre la cour et la classe. Mon Dieu, tout ce qui se passe, voilà. Et donc c'est aussi un lieu de transition, ça. Le fait que peu à peu, on apprend à se calmer, etc. Ok, merci. Alors c'est dans 2 ans, mais on va aller dans ce sens-là, puisque bientôt je vais la mettre dehors. Alors le groupe ici, identification des comportements attendus, avec les élèves, je pense. Oui. Alors effectivement, nous on s'est ciblé aussi beaucoup plus sur la démarche qu'on voulait mettre en place pour vraiment développer cette conception des attentes en termes de comportement pour les élèves. Et donc ce serait vraiment un travail pour aller d'abord les identifier, ces fameux comportements attendus, mais alors les identifier avec les élèves également en partant de leur vécu pour que ça leur fasse vraiment sens, que ça leur parle. Mais donc déjà là, ils pourraient avoir déjà un premier classement à effectuer, etc. Mais ensuite, on pense qu'il faudrait vraiment aller encore plus concrètement, ne pas rester à un stade juste des comportements globaux ou assez généraux, mais aller encore plus précisément vers possiblement des indicateurs, mais observables, pour qu'ils puissent vraiment caractériser chaque comportement qui est attendu et pouvoir avoir des repères pour savoir si je m'insère plus là-dedans ou pas, voilà. Et alors, à partir de là, on avait pensé à des outils, mais qui ne sont pas des outils comme une fiche d'autorégulation vraiment, mais c'est des outils pour la construction de tout ça. En fait, on pensait peut-être partir de jeux de rôle ou de capsules vidéo
pour pouvoir vraiment montrer des situations avec alors un accent sur les comportements attendus, donc pas des comportements négatifs mais des comportements positifs qui seraient illustrés dans ces situations-là. Donc soit on donnerait un rôle aux élèves en disant ben voilà, on a identifié ce comportement-là, comment est-ce que toi tu le jouerais, pour qu'en fait ils réfléchissent déjà aux indicateurs qui sont observables et que les autres vont pouvoir peut-être aller pointer pour caractériser les comportements. Donc si jamais les élèves, on se dit que les jeux de rôle, voilà, c'est pas trop le truc et tout ça, on peut aussi partir de capsules vidéo, et là c'est les élèves qui peuvent aller directement pointer les faits observables. À l'aide de tout ça, on pourrait ensuite faire aussi une carte mentale pour alors synthétiser tout ce qui est ressorti de ces activités-là. Et le but en fait de tout ça, de la démarche qu'on a pensée, c'est vraiment d'avoir un dialogue avec les élèves pour qu'ils comprennent ces attentes, puisqu'on a quand même vu tout à l'heure que si on ne comprenait pas les exigences, etc., c'était difficile de vouloir vraiment impliquer les élèves et d'attendre des choses d'eux. Donc le but, ce serait de pouvoir quand même avoir un outil final qui garderait une trace, qui serait un référent pour aller s'auto-réguler, s'auto-évaluer, etc. Mais on voulait vraiment axer sur la compréhension de ces comportements attendus, puisqu'on se disait que sans compréhension, comme Monsieur Tessin revenait de le dire, il n'y a pas de prise de conscience, et s'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de régulation possible, même avec un très bon outil. Donc nous, on s'est dit que c'était vraiment là le nœud de toute la démarche, peut-être d'axer vraiment sur le sens et la compréhension de ces comportements. Et qu'après, oui, si on a un très bon outil qui synthétise tout ça et qui permet de faire le suivi, de revenir sur ces comportements et de s'auto-évaluer et s'auto-réguler, ça sera possible à partir du moment où ils comprennent tout ça en amont, quoi. Voilà. Super. Petite parenthèse, l'outil vidéo, il est très intéressant en effet, et notamment dans la possibilité, je ne sais pas si vous avez le droit en fait d'utiliser la vidéo ou un iPad posé sur un meuble comme outil pour les élèves. On l'utilise beaucoup en formation pour observer l'enseignant et puis à partir de ça de faire des confrontations, mais des enseignants l'utilisent pour les élèves, donc ils laissent tourner la caméra si rien ne s'est passé, voilà. Et puis de temps en temps, ils utilisent l'image avec les élèves pour justement faire prendre conscience aussi du comportement. Parce que certains élèves, oui, on a beau leur dire restez calme, tranquille sur les petits bancs, ils trouvent que ça va, mais quand ils se voient, c'est pas mal. Alors, quelque chose qui est très important dans l'appropriation et la compréhension des élèves de ces enjeux, ces objectifs sur le plan du comportement, c'est la compréhension, elle passe sans doute par ça. En termes évaluatifs, c'est bien les indicateurs les plus observables. Et les élèves, avec les élèves, il faut aller jusque-là. Parce que, en effet, je sais pas, savoir collaborer avec ses camarades, pour 80% des élèves, ils n'auront pas la même interprétation. Donc on est trop haut. On est trop haut en termes d'objectifs. Donc il faut décomposer ça, il faut aller jusqu'aux indicateurs. Et c'est ça qui va leur permettre de s'auto-évaluer correctement. Parce que comme j'ai donné l'exemple ce matin, et des exemples réels, il y a des élèves qui disent à juste titre, mais pour moi c'est bon, ça va collaborer, en effet on s'amuse bien dans le groupe. Ça marche toujours bien, il y a toujours des blagues à se raconter, j'en sais rien. Donc ils montrent que les enjeux, il ne les a pas compris. Les enjeux c'est en termes de production de savoir, de compréhension de savoir, etc. Et donc là il y a un lien évidemment très important entre ça et ça. Maintenant les capsules vidéo, moi je pense à une séquence didactique du français par exemple sur le genre textuel, savoir régler les comportements, je crois, c'est ça ? Régler les comportements, ouais. Voilà, c'est une capsule vidéo, il y a un extrait vidéo, on voit un élève, etc. Donc quel est l'avantage par rapport à cette dynamique-là ? Ça parle du vécu des enfants. Ça parle du vécu des enfants. Ouais, c'est quoi le désavantage ? Ils sont dans l'objectivité. Ouais. C'est soi-même. Parfois, c'est mieux de passer par... c'est comme l'évaluation mutuelle. Quelle est la logique de l'évaluation mutuelle ? Donc, on s'est rendu compte dans certaines recherches, vous savez, là où ils échangent les productions par deux élèves, on s'était dit, est-ce qu'ils ont intérêt à relire d'abord le texte ? Ça semble bête, puis après, passer au voisin ou le contraire ? Et on s'est rendu compte que c'était plus efficace d'abord de le passer au voisin et après de le relire avec les corrections du voisin. Donc là, il y a une logique, en effet, de pouvoir se décentrer, d'évaluer à l'extérieur et après revenir à soi-même. Vous imaginez bien les aspects, ce que ça engage.
le fait de s'auto-évaluer sur le plan de l'estime de soi, sur le plan, etc. C'est toujours délicat. C'est quoi qu'on dit de faire des autoportraits en dessin? Il vaut mieux faire dessiner le visage de quelqu'un d'autre avant de faire l'autoportrait, parce qu'après, on n'ose plus se regarder dans la glace. Hein. Enfin, je plaisante, mais à peine. Donc là, il y a une logique, en effet, de pouvoir être dans quelque chose de plus externe, hein, extérieur à nous, dans un premier temps. Bien, bien. D'autres réactions par rapport à ce troisième exemple? Donc après, on va rester en contact, vous allez nous fournir des exemples de pratiques autour de ces dispositifs, hein, ça m'a l'air très intéressant. Il y a encore un groupe. Hein, il y a encore un groupe, c'est le groupe qui est là-bas. Donnez du sens. Alors, c'est vous. Alors, on a perdu la moitié du groupe, donc la moitié du soutien. Ouais, mais c'est pas la quantité qui en compte, c'est bien. Alors, disons... Est-ce que la qualité est restée? Alors, nous avons tenté de respecter les consignes, mais très rapidement, nous nous sommes engagés dans un débat qui pour nous a beaucoup de sens. Je vous expliquerai ça dans quelques instants. D'accord. Mais qui ne correspondait pas forcément aux consignes. Alors, donc, dans quel cadre ils sont plutôt soumission? Les stratégies... voilà, ok. Donc, bon élève, bons élèves que nous tentons d'être, nous commençons par prendre les 4 critères. Donc on met travail personnel, donc à gauche 1, 2, les relations élève-adulte, collaboration avec les camarades, règles. Okay. Et donc là, la première chose qui nous apparaît, et donc nous rebondissons directement sur ce que vous avez évoqué il y a quelques instants, c'est cette notion de comportement observable. C'est-à-dire qu'on se pose la question, on prend par exemple respect des règles de vie commune. Mais comment peut-on évaluer cela? Alors on se dit que nous pourrions utiliser certains critères, par exemple des critères qui seraient ceux de la charte de classe, à savoir je prends la parole lorsque j'ai le bâton de parole, je vais effacer le tableau le matin rentrant, je rentre en silence dans la classe, etc. Disons une série de 20 critères, 20 paramètres. Mais encore faut-il les avoir définis au préalable. Et donc à ce moment-là, on aurait un mode d'évaluation binaire, oui, non, pas respecté. Donc ça, ce serait une approche possible, envisageable. Alors on a envisagé le critère collaboration avec les camarades. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire collaborer avec les camarades? Est-ce que ça veut dire avoir un ton de voix, disons un ton de voix relativement doux, ne pas parler avec agressivité, mettre parfois sa main sur l'épaule, regarder son camarade dans les yeux? Tous ces paramètres-là interviennent, voilà, permettraient de définir, de voir si la compétence est acquise ou non, mais voilà, on n'aura pas une caméra permettant de filmer, de mesurer, d'observer chacun des comportements, et donc ce sera à nouveau approximatif. Bon. Voilà, on ne sait pas tellement relation enfant-adulte. Là, je dirais qu'on a glissé dans l'autre débat, débat parce que bon, il y a plusieurs d'entre nous qui sont très imprégnés par des visites de stage dans les écoles primaires. Et donc nous avions à la fois la représentation de ce qu'est une classe primaire et de ce qu'est une classe de haute école. Alors, la première chose, ce qu'on se dit, mais c'est comment faire en sorte de donner du sens aux apprentissages. Et donc la question des contextes d'apprentissage, de l'environnement d'apprentissage, à savoir ces fameuses classes autobus dans lesquelles nous sommes aujourd'hui et qui, selon nous, selon certains d'entre nous, génèrent un environnement pathogène, à savoir qu'on fixe les apprenants dans une démarche passive, soumise. Quand on pense à une classe primaire, on met les enfants en tension, on pense à la psychologie de l'enfant qui est fait pour bouger, pour se dépenser, etc. Donc on le met dans une situation infernale, forme de maltraitance, qui ne lui permet pas d'être dans un contexte d'apprentissage favorable. On évoquait aussi le fait voilà, que nous avions des enfants qui remettent de plus en plus en question le sens, à quoi ça sert, mais tiens, vous nous faites faire ceci, est-ce que c'est vraiment utile, etc. Questionnement évidemment qu'on a dans l'enseignement supérieur également, avec la difficulté que nous rencontrons tous, qui est celle de mobiliser les apprenants, faire en sorte de les détacher de leurs écrans, smartphones essentiellement, faire en sorte de les attirer, de les amener au cours, donc physiquement de les avoir, j'aurais dû commencer par là, les avoir physiquement en classe,
Et encore une fois, quand on les a physiquement, faut-il que nous les ayons mentalement à portée d'apprentissage. Voilà, et puis on a consacré pas mal de temps à ça, en tentant de revenir et en ne répondant probablement pas. Mais moi aussi, on a de questions. C'était plus, oui, pardon. Du coup, je pense qu'en fait, mais ce qui n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'en discutant des différentes catégories, on n'était pas forcément d'accord sur ce qu'on allait y mettre et comment se les représenter. Et donc, du coup, ça posait le problème de comment on va faire ça avec les élèves si déjà nous, on n'est pas d'accord sur ce qu'on entend dans ces catégories et ce qu'on met dedans. Parce que à un moment donné, on s'est dit, bah, l'option facile, c'est on va travailler sur les règles, puisque ça, c'est disons, plus on a tous plus ou moins l'habitude de faire ça, et on va travailler sur un exemple d'outil, donc ce serait la charte, etc. Et après, on s'est dit, bah, aussi, l'autre exemple plus difficile, ce serait de travailler sur la collaboration, parce que là, les outils sont moins clairs, qu'est-ce qu'on peut utiliser, et puis au final, voilà, mais ça a permis aussi de faire des liens, et on s'est aussi posé la question, mais est-ce qu'il y a des catégories qui font partie d'autres catégories, comment est-ce qu'elles s'influencent entre elles, enfin voilà, on était plus dans le sens... Mais c'est intéressant parce que cette question-là, on n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous les mêmes représentations et donc on n'a pas tous non plus les mêmes attentes. En l'occurrence, concernant l'évaluation du comportement, il n'y a aucun document institutionnel qui décrit précisément les attentes. Un enfant à 4 ans, relation avec ses camarades, c'est ça qui est attendu. Ou prise en charge. Alors c'est très drôle parce que les enseignants, ils veulent qu'on leur donne à quel moment je mets la croix dans très satisfaisant et à quel moment je mets la croix dans satisfaisant. Et donc moi je leur relance la question, alors les débats. Je dis, bah, prise en charge du travail personnel, admettons, 4 ans, il est capable de mettre tout seul une pantoufle. Puis à 5 ans, il est capable de mettre tout seul 2 pantoufles. Et puis on y va comme ça. Puis on se rend compte, ouais, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et puis après, au niveau des attentes, même dans les comportements, enfin surtout dans le comportement, mais évidemment dans les disciplines c'est la même chose, on a ses valeurs personnelles, on a son... voilà. Et donc en plus de ça, les élèves doivent comprendre, naviguer aussi, et s'adapter aux attentes de l'enseignant. Oui, alors ça vous touchez quelque chose de évidemment fondamental. Lorsqu'on parle d'objectivité et subjectivité, l'évaluation, même formative, hein, elle est foncièrement subjective forcément, parce qu'il ne suffit pas de définir des objectifs généraux, c'est comment ils s'opérationnalisent, comment ils se concrétisent, les indicateurs. Et les attentes, elles ne sont pas les mêmes l'une face à l'autre. Alors le comportement, c'est peut-être l'exemple type. Hein. On sait que l'élève, c'est le premier à savoir que cette année, ben, je me suis bien amusé l'année passée parce que j'avais le droit de, cette année c'est fini. Et donc on voit que même si les attentes sont les mêmes sur le plan des objectifs, plus généraux, en effet, les attentes de l'enseignant sont plus ou moins sévères, plus ou moins élevées. Vous voulez dire quelque chose? Vous avez vu... Par rapport aux critères, donc pour l'instant, nous essayons d'élaborer une grille d'évaluation des professeurs de l'école, des instituteurs qui sont en stage. On a une grille de 40 critères. On a établi une grille de 40 critères. Et pour tenter d'évaluer au mieux, pour tenter de les évaluer au mieux. Et ce qui nous apparaît, vous avez vu, c'est pas de la même grille, hein. Ce qui nous apparaît, c'est la difficulté de compléter cette grille, et que finalement, ce qui nous apparaît, elle est en test, mais que cette comptabilité qui se veut un outil d'objectivité, en fait, ne nous donne pas une vision satisfaisante des prestations d'étudiants, malgré toute l'énergie que nous mettons au service de l'objectivité. Donc on se retrouve un peu avec une démarche, moi, que je trouve très comptable, en psychanalyse très anale, qui ne répond pas à ce souci d'évaluer le plus justement possible l'étudiant et de voir s'il a les compétences souhaitées ou non. Alors, deux choses par rapport à ça, c'est par rapport au profil métier, très important. C'est comment passer du quantitatif au cumul d'indicateurs, ça c'est le risque, hein, pédagogie par objectif, à une logique plus qualitative. On peut avec les mêmes outils le faire. Je donne un exemple avec la grille, avec ces 4 objectifs.
auparavant, dans le bulletin scolaire, il y avait 16, c'est un peu le même genre, il y avait 16 critères, 16 indicateurs. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je dis on, c'est la direction générale des indicateurs, primaire en l'occurrence. Ils sont montés dans le cran et on en a plus que 4. Mais en fait, c'est exactement votre logique à vous. C'est-à-dire qu'ils ont, dans l'autre sens, il y avait 16 critères, ils les ont groupés et ils se sont rendus compte qu'il y avait 4 objectifs généraux. Mais les critères qu'ils avaient libellés, ils sont toujours là. C'est les indicateurs qui aident à mieux comprendre ces objectifs. Alors, comment faire de façon à ne pas le cumuler, ces indicateurs? Parce que si on fait le travail ensemble, même avec les élèves, par objectif, on peut arriver à 15 indicateurs. Donc 15 fois 4, vous avez fait le calcul, hein, d'accord? On est encore plus loin que... Alors, ce qu'on a résolu avec les étudiants dans la formation des enseignants primaires à Genève, c'est qu'on est remonté dans le cran en plaçant des objectifs en termes de compétences, en l'occurrence. Hein, c'est la gestion de la classe ou la gestion de l'autorité. Et dessous, il y a les indicateurs, mais ils ne sont pas comptabilisés individuellement. Il y a, je ne sais pas, 10 indicateurs qui sont illustratifs de la compétence ou de l'objectif d'apprentissage. Et dans chaque contexte, c'est au formateur terrain de décider lesquels sont les plus importants dans sa classe, dans ces situations. Et donc là, on est passé avec pratiquement les mêmes outils, d'une logique quantitative à une logique qualitative. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire confiance à l'évaluateur, en l'occurrence, qui est le formateur, ce qu'on appelle le formateur de terrain, qui lui a tous les exemples d'indicateurs observables, potentiellement observables, mais il ne va pas tous les utiliser. Et il ne va pas se dire, il y en a 3 qui sont bons, 2 qui ne sont pas bons. Non, c'est illustratif de la compétence qui est en cran dessus. Voilà, ça c'est une façon peut-être. Ça peut me permettre de faire la transition justement avec la démarche proposée, si oui. le groupe a fini. Oui, parce que du coup, voilà. Donc, alors du coup, effectivement, il y a beaucoup, alors je reprendrai la formulation, j'espère que j'ai bien tout noté. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc dans la démarche, c'est un exemple évidemment de démarches qui ont impliqué les élèves par rapport à l'évaluation du comportement. Le principe de la co-construction, effectivement, il est important. J'imagine aussi les règles, la charte, vous appelez la charte co-construite, pour que ça ait du sens. Le donner du sens, il est bien important. Pour définir ensemble des comportements attendus et puis préciser l'observable, justement. Préciser l'observable, vous l'avez dit aussi, en termes d'indicateurs, du factuel et de l'observable. Et puis, il y a aussi une réflexion sur les démarches. Parce qu'on peut dire, oui, voilà, c'est marcher sans courir, c'est ci, c'est ça, c'est ranger ses affaires. Mais comment sur la stratégie et la démarche. Donc voilà ce que je vais vous présenter. Ce qui permet donc justement une meilleure application de l'élève. Alors, l'enseignant a mis les élèves en groupe, a proposé des Java qu'on appelle, enfin des nappes, des Java, et a posé une première question aux élèves, essayez de me décrire comment est l'élève qui pourrait par exemple avoir une progression très satisfaisante dans, donc il y a ces 4 entrées, relation ou bien prise en charge de son travail personnel. Comment est l'élève qui a une bonne prise en charge de son travail personnel? Alors les élèves, évidemment, commencent par dire c'est un élève qui est autonome, qui est motivé, qui est organisé, persévérant, concentré, etc. Et en général, sont des adjectifs qualitatifs avec le verbe être. Et d'ailleurs, les enseignants aussi, quand ils remplissent un bulletin scolaire ou quand ils voient des parents, très souvent, ils restent là-dessus, ils disent votre enfant, il est très motivé, ou il est déconcentré, ou il est même agressif, enfin, il est gentil. Donc ça, c'est bien une attitude, mais cette attitude, on voit bien qu'elle peut amener du jugement de valeur, donc elle ne nous dit pas grand-chose sur le comportement. Alors, dans un deuxième temps, puis surtout, l'élève ne sait pas comment faire pour réguler. Si je ne suis pas, admettons, je ne suis pas persévérant, ok, je dois être persévérant, mais comment? Il ne dit rien à l'élève pour réguler. Donc, dans un deuxième temps, l'enseignant demande, ok, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement? C'est quoi l'action? Vous en avez listé quelques-unes de ces actions, en fait. Et là, ça permet de voir si cette attitude est présente ou non. Et puis surtout, ça reste dans le factuel. Donc l'action, votre enfant est agressif, non. Mais votre enfant a tapé son camarade à la récréation tous les jours. C'est factuel, il n'y a pas oui, non, c'est un fait, voilà. Et donc, c'est objectivement observable. Donc là, les élèves donnent, ah ben oui, il amène les devoirs, fait le bonjour, il rend un travail lisible, il fait de l'ordre dans son pupitre, il fait ci, il fait ça. Donc on n'a déjà plus le verbe être, normalement. Et puis troisième étape, on continue, les élèves retournent à chaque fois,
Ok, mais maintenant, comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire les devoirs le jour, comment faire, quelle est la stratégie? Et là, évidemment, le fait qu'ils soient en travail de groupe aussi permet les interactions, permet de mettre des mots sur, permet de comprendre les stratégies des autres, donc il y a une meilleure intégration pour certains élèves. Donc ça, c'est la première étape, c'est de réfléchir. Ensuite, l'enseignant fait une institutionnalisation, une synthèse, et c'est là où il donne aussi ses attentes, parce qu'on n'est pas juste en train de partir de ce que les élèves amènent, mais il a lui-même des attentes. Il dit bien dans la classe, pour moi, ce qui est important en ce moment, ce que j'attends, c'est ça. Et donc, ils font une espèce de banque de données qu'ils peuvent ensuite afficher en classe. Alors, ce n'est pas dans une grille avec 35 choses, mais c'est une banque de données qui permet ensuite à l'élève de s'évaluer. Alors, il y a plusieurs outils qui sont proposés. Voilà. L'enseignant a choisi pour une période donnée que c'était par exemple ça qui était important. Et c'est là-dessus qu'il évalue les élèves. Une autre manière de faire, c'est l'élève également auto-évaluation, comme a dit Walter, l'importance de la confrontation entre ce que l'élève pense et ce que l'enseignant pense, parce que pour diverses raisons, l'élève peut s'auto-évaluer différemment que... Enfin, je veux dire, il y a l'estime de soi, mais il y a aussi désirabilité sociale, où on répond ce qu'on pense que l'enseignant va répondre. Il y a une mauvaise... voilà, il y a plein de raisons. Donc, ce qui est intéressant, c'est la confrontation entre le commentaire de l'enseignant et le commentaire de l'élève. Et puis, même pour les plus jeunes, il peut choisir, c'est ce que vous disiez, aussi les défis, ce que je voudrais améliorer, ce qui va bien, ce que je voudrais améliorer. Et différenciation, où l'élève, après discussion, sait dans quoi il devrait peut-être s'améliorer. C'est lui qui va les choisir, les entrées sur lesquelles il va s'évaluer, ce que je pense, ce que pense l'enseignant, et puis à différentes dates pour pouvoir voir une progression. Et puis, on peut d'ailleurs cumuler les deux ici. On peut dire, voilà, pour toute la classe, il y a un objectif qui est décidé par l'enseignant pour cette période qui vient. Et puis l'autre peut être décidé par l'élève, par exemple. Voilà. Ou je différencie et je décide certains indicateurs pour certains élèves et d'autres pour d'autres. Hein. Donc il y a tout ce processus qui est aussi évolutif. Mais on rejoint cette idée du défi aussi, hein, là où l'élève se dit, bien moi je sais que je dois prendre soin de mes affaires et du matériel. Mais là il rajoute encore même une stratégie. Il trouve tout seul, ou qui a été justement affiché dans la classe, où il peut aller puiser, je dis ah tiens c'est une bonne idée, ou qui peut être discuté avec l'enseignant justement sur les stratégies pour savoir. Et donc ça c'est un outil par rapport aux défis. Voilà. Ce sont quelques outils, et comme on l'a déjà dit, pas quelques modèles, mais il y a eu cette co-construction avec les élèves pour qu'ils comprennent les indicateurs et pas seulement les objectifs. Et qu'ils échangent aussi sur les stratégies, et comme ils ont fait le travail avec leurs camarades et avec l'enseignant, on peut imaginer qu'il y ait une meilleure implication ensuite dans leur évaluation. Alors dans le souci, je crois que c'est toi qui avais le souci de la co-construction, comment s'organiser, parce qu'on a à la fois des attentes et puis à la fois on aimerait que ça vienne quand même des élèves. Donc par exemple les règles de vie de la classe, puisque dans chaque classe, en principe à Genève, ils ont les règles de vie de la classe qui sont affichées. Mais donc évidemment, il ne faut pas qu'elles soient affichées une fois pour toutes. C'est-à-dire que les élèves, quand ils arrivent dans une classe, il faut qu'ils participent à cette co-élaboration, co-construction. C'est à la fois les élèves ce qu'ils vont dire et l'enseignant qui va dire « Oui, mais moi dans ma classe, là je ne laisse pas passer. Je sais que chez l'enseignante l'année passée c'était comme ça, mais moi dans ma classe, les choses sont rangées, vous ne sortez jamais avant que vos choses soient rangées dans le pupitre, etc. » Ça c'est ma particularité. Donc on arrive en effet à la fois à montrer sa subjectivité, le fait que moi les attentes sont un peu différentes, d'accord, mais il y a quand même des choses cohérentes que vous allez retrouver d'une classe à l'autre. Et de nouveau, l'élève il est vraiment pas dupe, hein. Il sait très bien que c'est spécifique à cet enseignant, qu'il faudra respecter ça cette année-ci et pas forcément l'année prochaine. Alors, oui, par rapport à ça, je pensais aussi à la place des référentiels que justement vous aviez dit que ces 4 catégories à la base, il y avait quand même des indicateurs qui avaient été proposés. Donc en fait les enseignants, même quand ils ont travaillé ça avec les élèves, ils avaient peut-être derrière une idée déjà de ces indicateurs qui avaient été utilisés dans le passé pour ces 4 catégories. Non, les enseignants n'ont jamais reçu d'indicateurs. Ils n'ont jamais reçu. Plus maintenant, il n'y a pas plus. Par rapport aux indicateurs ni par rapport aux attentes. Ouais. Donc, parce qu'en fait, les 4 indicateurs qu'il y avait pour chaque objectif, on appelle ça comme ça, c'était un choix, il y en a bien plus en fait.
Et donc, son travail avec les élèves, c'est au-delà de ça. Il y a une liste, si on fait des listes qui sont bien plus importantes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve chez vous, les catégorisations, c'est bien, en fonction de tout ça, comment est-ce qu'on remonte d'un cran pour essayer de catégoriser. Alors, ça peut être 3 ou 4 ou 5 catégories. Après, dans votre logique, évidemment, ça sera différent. À Genève, c'est du prescrit, il y en a 4. Ok, voilà, on va faire avec ça. Ça, c'est... Je relève que par rapport aux outils utilisés, il n'y a pas grand monde qui a parlé de sanctions ou de récompenses, je crois. Mais une fois que tout ça, ça marche, il n'y a pas de sanctions, en fait, c'est ça votre implicitement, c'est ça. C'est aussi un outil pour aider les élèves à... Nous, on avait deux choses, les réparations ou le fait de faire... Oui, parce que... Il ne faut pas non plus se leurrer. Hein. Quand vous parlez d'exemple, les enfants qui crient, c'est bien les enfants qui crient, d'accord? Donc à certains moments, s'ils abîment par exemple du matériel ou s'ils polluent le matériel, ben voilà, l'idée c'était tu répares ce que tu commis. Ou si tu es désagréable verbalement avec quelqu'un, ben, tu t'excuses, je ne sais pas, mais enfin on peut trouver 36 stratégies pour réparer. Et donc il y a aussi, quand c'est fait, est-ce qu'on peut trouver des stratégies de réparation? Et après, évidemment, la grande idée, mais bon, hein, c'est la grande idée, c'est d'être proactif et de trouver avant d'agir de manière négative, d'avoir un comportement préalable qui nous permette de ne plus entrer dans ce comportement négatif. Mais j'aime bien quand on dit on est positif, au départ, c'est quand même toujours au départ de comportements négatifs. Et ce que vous avez cité, c'était souvent je crie dans la classe, je range pas mon matériel. C'est ça qui provoque ce genre de classement. Sinon, il n'y a pas de classement possible. Si tout le monde était mignon, gentil, ça, joli. J'avais une amie qui, elle avait construit les élèves les règles de la classe et en fait, elle avait choisi de demander aux élèves quelles seraient les sanctions qu'eux appliqueraient en cas de la règle. Et ils sont beaucoup plus durs qu'un et ça leur arrivera pas. Et puis quand ça leur arrive, c'est oui, mais c'est toi qui as choisi la sanction avec les autres. Et donc là, c'est un peu l'arroseur arrosé. Donc là, généralement, ils se font prendre une fois, mais après, ils sont tellement dégoûtés par la punition qu'ils ont mis eux-mêmes qu'ils peuvent même pas dire que c'est pas juste, c'est eux qui l'avaient décidé. Donc c'était assez impressionnant de voir les sanctions, parce qu'ils mettent vraiment des sanctions dures. Là où l'institut aurait mis 10 minutes au mur, eux, c'est copier 3 fois ceci, enfin, donc ils sont... Mais c'est intéressant avec eux jusqu'au bout de la logique. Parce que les stagiaires qui réussissent en formation, une des principales difficultés, c'est qu'on ne fait jamais respecter. C'est-à-dire qu'on les met en garde, la prochaine fois, puis la sanction, ou quand c'est que ça arrive. Et ça, c'est un problème. Et les sanctions, elles doivent arriver aussi. Les sanctions, ça existe. Hein. Oui, mais qu'elles soient déjà réfléchies avec les élèves, ça, c'est l'avantage. La justice, elle est là. C'est le collectif qui a décidé. C'est pas moi qui suis méchant et qui veut. Non. Parfois, il y a des outils qui pervertissent l'objectif qu'on se fixe. Je parle d'un outil qu'on voit dans les classes, c'est un tableau avec des punaises qui se déplacent de vert clair à rouge foncé à chaque fois qu'il y a eu un mauvais comportement. Et donc l'élève, quand il va réfléchir et qu'il va devoir se dire est-ce que tu t'es bien comporté aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce que ma punaise, elle était dans le rouge. Exact. Et donc cet outil-là, il n'a pas permis en fait, de comprendre l'objectif, c'est pourquoi il était dans le rouge. Donc, parfois, on met des outils en place qui pervertissent en fait. Il y en a beaucoup des outils comme ça dans les classes. Hein. Au mur, en plus au mur, hein, et devant tout le monde, les parents, tout le monde peut voir le comportement. Aujourd'hui, tu n'as pas été gentil, tu es déplacé du côté rouge. Hein. Mais l'usage, qu'est-ce qu'on en fait? C'est l'usage, c'est l'outil. Alors l'outil individuel, il est intéressant. Le profil de l'élève tout seul, c'est très bien. Ouais. Le profil de l'élève au mur de la classe, moi, ça me fait peur parce que c'est ça que je vois. Ok, ça fait. Je pense que l'atelier étant terminé parce que normalement dans 10 minutes on a une table ronde. Il y a un exemple en maths, mais je crois que vous avez reçu le... On va vous donner simplement les outils mathématiques qui sont plutôt sur les stratégies, comment résoudre... Démarche, stratégie des élèves. Ouais. La démarche est la même, mutualisation, discussion, interaction. Et puis...